Merci et bonsoir à tous. Je suis ravie d'ouvrir cette 11e session du congrès Spot Pharma. Il va être question de biosimilaires ce soir. C'est un congrès qui est 100% digital, organisé par la Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales, la SFSPO. Je suis Marie-Hélène Brun, fondatrice et dirigeante de l'agence de communication santé Bécom Brun et organisatrice du congrès Spot Pharma. J'en profite d'ailleurs pour saluer toutes les équipes techniques qui font des merveilles pour que toutes les sessions se passent bien tous les soirs. Alors, c'est la 3e année que le sujet des biosimilaires est présenté sur le congrès Spot Pharma, puisque dès 2019, nous avions accueilli déjà les associations de patients et les pharmaciens sur une table ronde pour échanger. Et cette année, l'objectif de notre table ronde va être de faire un point d'étape sur les outils d'information et de dispensation qui vont vous être proposés, vous, pharmaciens d'officine, dans le cadre de ces médicaments, de ces biomédicaments et médicaments biosimilaires. Donc, comme c'est l'ADN du congrès Spot Pharma, restez connectés puisque nos intervenants, qui sont nombreux ce soir, vont vous présenter des outils qui sont déjà à disposition ou qui vont être à disposition dans les mois qui viennent. Alors, tout d'abord, nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir, Madame la députée Agnès Firmin-Lebaudot. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes députée de Seine-Maritime et également pharmacien. Et ce n'est pas rien sur Spot Pharma d'être pharmacien, puisqu'ici, il y a énormément de pharmaciens qui sont venus vous écouter. Et je vous donnerai dans un instant la parole sur le contexte institutionnel et politique du sujet des biosimilaires et du pharmacien d'officine. Alors, sur le congrès, nous avons l'habitude également d'échanger avec les associations de patients et ce soir, nous accueillons l'Observatoire national des médicaments biosimilaires, l'ONB, représenté par Françoise Alliot-Launois, qui est vice-présidente de l'association AFLAR, qui représente plus de 20 millions de patients atteints de pathologie rhumatismale. Bonsoir Françoise. Ah, on ne t'entend pas, Françoise. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et également Laure Guérou-Acolas, qui est présidente et fondatrice de l'association Patients en réseau, regroupant des patients atteints de cancer. L'ONB est soutenue institutionnellement par le laboratoire français Biogarant et je salue tout particulièrement Rémi Petitot qui doit nous écouter. Alors, nous sommes également accompagnés par Christine Caminade. Bonsoir Christine. Bonsoir à tous. Qui est présidente de UNO Formation, qui est l'association des organismes de formation des équipes officinales. Et puis, nous avons également Mehdi Djilani, président de Totum Pharmacien, membre de la SFSPO, et Sébastien Faure, professeur de la faculté de pharmacie d'Angers et secrétaire général de la SFSPO. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir également. Et puis, je crois que je n'ai pas salué Laure également. Donc, bonsoir Laure. Oui, bonsoir. Tu avais enchaîné. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis ravie de vous rejoindre. Je suis désolée, j'ai attrapé froid hier. Donc, j'ai une voix un peu de canard, mais ce n'est pas grave. Super. Merci en tout cas d'être présent et d'avoir fait l'effort d'être parmi nous. Donc, sans plus attendre, Madame la députée, je vous laisse la parole pour nous situer le contexte actuel institutionnel et politique sur les sujets des biosimilaires et peut-être également de nous aider les étapes qui vont suivre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Rebonsoir à tous. C'est l'actualité des biosimilaires puisque le PLFSS, l'avant-projet de PLFSS, pour être très honnête, très exact plutôt, qui vient de sortir, consacre pages 71 et 72, je crois, un article indiquant indiquant le mot de biosimilaire sur ce qu'il en découle derrière. Voilà. Mais depuis un certain temps maintenant, je suis ravie de voir ce mot de biosimilaire apparaître dans le PLFSS sans que nous soyons obligés de déposer des amendements. Même si je crois qu'on sera obligé quand même d'en déposer, mais ça fera l'objet du débat après. Vous avez dit dans votre introduction que les biosimilaires, vous vous y intéressiez depuis 2019. Je crois que ça fait un certain temps qu'on s'y intéresse.
et qu'à titre personnel, il est urgent que les pharmaciens aient le droit, alors je vais mettre le pied dans le plat tout de suite, de substitution pour les biosimilaires. L'enjeu, c'est 600 millions d'euros d'économie avec l'expertise qui est la nôtre dans le droit de substitution, l'expertise qui est la nôtre dans les médicaments et la confiance que nous avons de la part de nos patients dans ce domaine. Donc, l'année dernière, j'avais défendu un amendement qui avait été voté en commission. Et malheureusement, en séance, certains collègues sont revenus sur leur vote et très clairement, le ministre avait alors qu'il était plutôt favorable lorsqu'il était rapporteur, dit qu'il n'y était plus lorsqu'il était ministre, en prenant l'engagement de réouvrir les discussions. Donc, elles ont été réouvertes, ce qui nous amène à avoir le mot de biosimilaire dans le PLFSS de cette année. Je dis le mot parce que les mesures qui vont avec le mot sont, à mon sens, comme on est enregistré et que ça risque de sortir, je ne vais pas dire le terme que j'ai employé lors d'un déjeuner récemment, mais il y a le mot, ça nous fait plaisir. Les mesures qui sont avec ne sont pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, c'est 600 millions d'euros d'économies possibles d'un seul coup. On doit arriver aux 6 millions d'euros au doigt mouillé avec ce qu'on nous propose dans le PLFSS. Et de l'autre côté, on va nous demander de faire 900 millions d'euros d'économies sur le médicament. Voilà. Je pose le débat et maintenant, on peut en échanger. Alors justement, pour les pharmaciens qui sont connectés, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu? Il y a eu 2 tables de concertation ministérielles. Quelles ont été les conclusions sur ces tables rondes? Comment le pharmacien, en fait, puisque maintenant, effectivement, on parle de substitution, désormais, le pharmacien peut s'attendre à quoi, quelles vont être les étapes qui vont venir pour le pharmacien et de façon concrète. Donc là, vous nous parlez du PLFSS 2022. Qu'est-ce qu'il va y avoir vraiment? Et on parle de substitution maintenant pour le pharmacien d'officine, mais est-ce que vous pourriez être un petit peu plus pratique? Qu'est-ce qu'il va se passer vraiment? Très clairement, il va se passer qu'on va voter le PLFSS et qu'on va voter le droit de substitution, je crois, pour 2 molécules, puisque si j'en crois à ce que la liste évoquée par la NSM, ce sera 2 molécules qui représentent 6 millions d'euros d'économie. Très clairement, médicaments facilement substituables et qui représentent du volume ne font pas partie de la liste de la NSM. Le Lovenox est absent et l'Humira est absent. Je vous donne les 2 gros. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Je ne parle pas de l'Antus, par exemple. Mais voilà, donc voilà. Donc aujourd'hui, le droit de substitution a été élargi aux médecins de ville. Donc, ils ont effectivement cette possibilité aujourd'hui de substituer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'accompagnement des patients? Puisque, donc, comment ça va se passer? Le médecin généraliste, donc, du coup, substitue et doit également accompagner le patient. Est-ce que le pharmacien est impliqué justement dans cet accompagnement ou pas encore? Le pharmacien, il le fait naturellement. Oui, c'est clair. Mais là, sur ces c'est son job. Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Je veux dire que quand le médecin va substituer, c'est le pharmacien qui va faire le service après-vente. Mais comme on a l'habitude, ça fait partie de notre métier. Ouais. Par contre, quand c'est le pharmacien qui va lui-même substituer, il va devoir prévenir le médecin. Si j'en crois l'alinéa que j'ai vu. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, collègues, mais moi, je sais bien comment je vais être reçu par les médecins quand je vais les appeler pour leur dire le médicament de Madame Trucmuche, je l'ai substitué. Il va me dire, mais je m'en... Voilà, on va pas déranger les médecins pour ça. Je ne vois pas bien l'intérêt. À partir du moment où le droit de substitution est accordé, soit le médecin marque non substituable et on n'en parle pas, même si je vois bien que c'est
je ne suis pas d'accord avec le commentaire qui vient d'afficher. Avant, on parlait d'interchangeable, justement parce qu'on ne voulait pas parler de substitution. Dans le PLFSS, c'est bien substitution qui est marqué. Hein. Mais voilà, très, très clairement, je crois que c'est le pharmacien, c'est notre job, hein, les médicaments, qui fera le boulot, même si certains disent que ce n'est pas à nous de faire le boulot, je crois que c'est à nous de le faire. C'est notre job. En échange avec le patient, et je crois que c'est la relation au patient qui doit être le centre de cet échange sur les biosimilaires, dont on dit que, moi je ne le crois pas, hein, je pense que les biosimilaires sont des médicaments, je vais dire comme les autres, et je le dis volontairement de cette façon, parce qu'il faut aussi dédramatiser ce terme de biosimilaire. Je crois qu'on les aurait appelés génériques et qu'on ne se poserait pas la question. Ce qui est sûr, c'est que les patients ont confiance dans leurs pharmaciens. On sait qu'ils sont fidèles à 94% auprès de leurs pharmaciens. Il y a quand même une relation extrêmement forte entre le patient et son pharmacien. D'ores et déjà, la situation, notamment dans le cadre des maladies chroniques et qui est dédiée évidemment au traitement par biothérapie et biosimilaire, est tout de même un modèle finalement d'une relation forte et durable qui peut durer des dizaines d'années. Et donc ça, c'est un élément de base en effet très important, hein, pour bâtir. Alors justement, au niveau de cet accompagnement qui fait partie du rôle du pharmacien, l'objectif de notre table ronde ce soir, c'était effectivement, au travers maintenant, puisque le mot substitution est noté, et c'est vrai qu'il va falloir que les pharmaciens avancent. Donc, notre objectif aujourd'hui était de présenter des projets et également des choses qui sont déjà faites pour aider le pharmacien dans cette dispensation, donc de ces médicaments qui sont des médicaments, effectivement, comme vous le dites, à part entière. Et effectivement, on avait eu, il y a quelques années, et là, je vais laisser la parole peut-être à Mehdi, qui est un intervenant et qui connaît bien ce sujet-là. Le pharmacien avait été, au travers de certaines enquêtes, on avait été alerté sur le fait que le pharmacien ne connaissait pas bien ses médicaments. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette table ronde, on fait un point sur la partie information auprès des équipes officinales et des pharmaciens. Donc, on va voir plusieurs programmes et projets qui vont être mis en place, et notamment deux soutenus par l'Observatoire national des biosimilaires. Et puis également, Mehdi, tu peux peut-être parler de l'étude que vous aviez faite à l'officine et qui avait initié chez vous une réflexion plus large autour de la formation du pharmacien d'officine et des équipes sur ces médicaments biologiques et biosimilaires. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je réagis déjà à à un des éléments qui a été apporté, qui est celle de l'information des médecins, puisque nous travaillons depuis effectivement au moins 2 ans, voire un peu plus, sur cette question des biomédicaments et biosimilaires, puisque d'une part, les biomédicaments aujourd'hui sont une part importante des nouveautés thérapeutiques. Il y a de plus en plus de biomédicaments et il y en a des nouveaux qui vont sortir dans les prochaines années. On a vu que de plus en plus de de biomédicaments sont dispensés en ville, et j'intervenais il y a 2 jours sur la spécialité Hemlibra dans l'hémophilia. On a mis 2 ans à travailler dessus avec des pharmaciens hospitaliers, des hématos et autres. Et ça a été un débat aussi assez compliqué, y compris au niveau de la NSM. Nous avions été audités à ce sujet. Et en fait, nous avions anticipé vraiment cette sortie des biomédicaments. Et la première réponse que je voudrais donner, qui était dans cette étude, c'était une étude qui portait en fait sur la capacité du pharmacien à substituer ou pas un biomédicament dans le cadre de l'article R5125-23.3 qui a été abrogé fin 2019. Et d'enoxaparine, une des questions qu'on évaluait, c'était quel était le retour des médecins, puisque
on avait voulu rester très conforme à ce qu'il y avait dans le Code de la santé publique. Il s'agissait d'une étude observationnelle. Et en fait, on a vu qu'il y avait 4,3% des médecins qui faisaient des retours. Bon, quand il y avait quelques réticences, donc on peut le voir d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il y avait 96% des médecins pour qui ça allait très bien. Donc, c'est rajouté une strate supplémentaire. Je ne sais pas si, Marie-Hélène, tu voulais que je présente l'ensemble. On va peut-être reprendre, je voulais te faire réagir parce qu'effectivement, vous aviez fait cette étude qui a été publiée d'ailleurs et qui était assez intéressante sur votre démarche que vous aviez eue au niveau de votre réseau, puisque vous aviez démarré par la formation, enfin déjà la création d'un board pluriprofessionnel, et puis après, vous aviez travaillé sur la formation de l'ensemble de l'équipe. Et après, on avait vu qu'effectivement, les résultats avaient été très positifs, aussi bien d'ailleurs pour les patients que pour les équipes officinales. Donc, merci beaucoup de ton intervention. On te redonnera la parole tout à l'heure. Je vais redonner la parole à l'ONB, l'Observatoire national des biosimilaires, avec ses deux représentantes ce soir, Françoise et Laure. Donc, je vais vous laisser la main sur quelques slides qui vont représenter les axes de l'Observatoire. Et puis après, vous allez nous parler justement des outils concrets que vous avez réalisés. Donc, je partage la présentation et je vous laisse la parole. Merci Marie-Hélène. C'est vrai qu'on voit que le monde change, hein, et ce qui est nouveau fait peur. On l'a vu dans le champ des biosimilaires. Leur arrivée n'a pas été un chemin de rose et en effet, il y avait véritablement un problème d'angle mort que l'on trouvait à la fois chez les médecins qui n'étaient pas en confiance, mais qui depuis, évidemment, sont tout à fait convaincus de l'efficacité et de la sécurité des biosimilaires, donc de la similarité, et qui le prescrivent. Les médecins hospitaliers sont prescripteurs pour tous les nouveaux patients à hauteur donc, de 95% des nouveaux patients, et cela dans des pathologies extrêmement larges qui vont depuis les maladies inflammatoires, en passant évidemment par les cancers, la pneumologie, la gynécologie et la sclérose en plaques, et bien d'autres. Donc on voit qu'il y a un terrain. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi de témoigner de ce terrain-là et comprendre pourquoi en fait on a fondé l'Observatoire national des biosimilaires. Et bien c'était justement pour pouvoir faire émerger à la fois les attentes et les besoins des malades tout au long de leur parcours, donc on va dire de leur parcours de soins, de leur parcours de vie aussi. Les malades chroniques sont dans la ville, ils habitent en ville. Et ce qui nous semblait intéressant, c'était de pouvoir justement faire remonter à travers des regards croisés avec les professionnels de santé, dont les pharmaciens d'officine, bien évidemment, qui sont des acteurs absolument d'importance et qui sont les experts du médicament. Ce sont des experts généralistes du médicament. Et c'était ça qui nous a paru important de remonter dans le champ des biosimilaires. La deuxième idée, c'était aussi que l'Observatoire national des biosimilaires, c'était un outil évolutif et innovant parce qu'il devait, et c'est ce qu'on est en train de faire, arriver à concentrer finalement des informations qui sont dispersées. Et c'est vrai que le patient ou le praticien, le pharmacien qui veut aller chercher des informations sur la HAS, sur Amélie, sur la NSM, etc., donc, tout cela aussi a fait sens pour dire qu'on allait pouvoir s'appuyer sur l'Observatoire national des biosimilaires et apporter donc des informations au fur et à mesure, bien évidemment, des observations, des évolutions, des perspectives stratégiques, etc. Donc, c'est évidemment un grand pas qu'on a franchi et le site qui a été créé à cet effet est à la portée absolument de tous. Donc ça, c'est important aussi. C'est vraiment un partage, un modèle de partage entre les communautés de soins, dont les pharmaciens, évidemment, importants en première ligne dans les médicaments, et l'ensemble des professionnels et des patients. Donc, on a encore un troisième, je dirais, objectif, et qui était aussi de relever un certain nombre d'idées reçues et de croyances. On l'a vu
de la part des médecins au début. Il y avait un problème de confiance, et puis les croyances et les idées reçues qu'on voit chez les patients, mais sans doute aussi chez les pharmaciens. Il y avait cela qu'il fallait aborder. Il fallait aussi faire progresser les connaissances, et en particulier en s'appuyant sur des témoignages et des enquêtes. Alors ça, c'est vraiment un fonds très important qui là aussi évolue, puisqu'on a fait une première enquête, on est en train d'en lancer une seconde pour faire un état des lieux. Et puis aussi, je l'ai dit, mais de façon plus précise, construire une médiathèque qui est vraiment dédiée à ces traitements biosimilaires, avec des films pédagogiques, des vidéos, des fiches documentaires, des interviews de professionnels de santé, des interviews de patients. Donc, c'était vraiment cette idée-là générale pour proposer, diffuser à la fois des idées, à la fois des actions, et toujours avec cette notion de rattacher cet Observatoire national des biosimilaires au terrain et au parcours, et en particulier, évidemment, le parcours entre le patient et son pharmacien. Et donc, ça, je crois que c'est quelque chose qui, pour nous, est absolument essentiel pour progresser. Je crois que Laure va prendre la suite pour nous donner les résultats, notamment de l'enquête. Alors, effectivement, on avait lancé l'année dernière une enquête flash, alors en plein été, sur une période assez courte, et donc avec toutes les précautions de lecture. Néanmoins, ce premier travail, il était pour nous très intéressant, puisque on peut voir déjà avec notre positionnement d'association, avec ces deux grandes associations de malades chroniques, avec des traitements qui sont utilisés en ville, et où, en fait, au-delà du médicament, il y a aussi toute la question de comment est administré ce médicament, et finalement, qu'est-ce que ça change pour moi dans mon quotidien. Et puis nous, donc avec Patients en réseau, on a donc, je dirais, on donne la parole à des patients qui sont traités pour des cancers, notamment du sein, du poumon, gynéco et colorectal. Et là, on s'est rendu compte dans ces premiers pas, dans ces premiers résultats, qu'il y avait aussi une différence très nette j'allais dire, de connaissance même, de savoir si mon traitement est un biosimilaire ou pas, notamment s'il est proposé à l'hôpital en injection, et finalement où ça ne fait pas véritablement de différence dans le vécu, dans le ressenti du patient. Donc, on a exploré tout ça dans cette enquête. Je n'ai pas la main, voilà. Et ce qui était important, c'est de se dire que si on veut établir un climat de confiance, de maintenir ce climat de sécurité, et il y a besoin pour les patients finalement de connaître les mots et de savoir ce que ça veut dire et ce qu'il y a derrière. Et on voit bien que c'est donc la fac qui disait ça lors de précédentes rencontres. Le mot de biothérapie est quelque chose qui est assez connu des patients. Par contre, le mot de biosimilaire est encore un peu étranger pour près de 50% d'entre eux. Donc, finalement, rien que de ne pas connaître un mot participe à un besoin d'information ou d'éclaircissement. Ce qui est important, et donc Françoise le soulignait tout à l'heure, un patient sur 4 n'est pas informé du changement de traitement, donc ça c'est aussi essentiel. La première chose que le patient demande, c'est d'être informé, éclairé sur ce qui est proposé et pourquoi. Et ce qui nous a semblé très intéressant pour aller vite sur des résultats essentiels, c'est cette attente des patients, finalement, quel que soit d'ailleurs le type de maladie, vis-à-vis du pharmacien de proximité qui va pouvoir éclairer sur la maladie, on va dire mieux comprendre la maladie, mieux comprendre ces nouveaux médicaments et éventuellement les différences qui peuvent exister. Alors, si elle n'est pas de l'ordre de la molécule, en tout cas, expliquer un device ou un mode d'emploi. Et donc, dans ce sens-là, on a pu remonter le fait que les patients, donc sans attente vis-à-vis du pharmacien, mais leur demande en fait justement d'être au point, d'être formés de façon à répondre précisément à ce besoin d'information. Là encore, je pense que les patients sont très attentifs. Je crois qu'on est tous très chanceux de bénéficier de traitements innovants et pointus. On sait que tout ça participe d'une économie de notre système de santé. Néanmoins, cette information éclairée, elle permet de rester dans
donc en confiance sur son traitement. Et s'il y a des spécificités, des choses qu'on doit pouvoir remonter, on a besoin de pouvoir le discuter avec un professionnel qui lui-même est à l'aise pour nous répondre, donc évidemment qui est bien formé. Donc, du coup, Françoise, peut-être tu vas présenter maintenant la charte d'engagement que vous avez réalisée à l'issue justement de cette mini-enquête flash de l'année dernière. Et donc, je te laisse la parole sur la présentation qui, je l'espère, est assez claire et lisible pour chacun. Oui, alors cette charte d'engagement, elle a été construite évidemment avec et par les pharmaciens et avec le consensus des patients ensemble. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, premièrement, les pharmaciens ont adhéré à cette charte une fois qu'elle a été écrite, corrigée, amendée. 17 000 pharmaciens l'ont signée, et ça, c'est quand même considérable, avec l'appui, évidemment, l'appui des communautés, des groupements de pharmaciens qui sont amenés à soutenir cette idée de formation, et en particulier Fédergie, qui est la fédération de 16 groupements de pharmaciens. Et donc, la charte, en fait, elle comporte 7 points essentiels. L'idée d'avoir un bagage pour pouvoir affronter, permettre que le pharmacien puisse affronter avec des éléments concrets la dispensation des biosimilaires et le remis finalement de cet objet qu'est le médicament dont a parlé Laure. Ça, c'est très, très important, avec toute la science qu'il a sur, comme l'a dit Agnès Firmin-Lebaudot aussi, sur cet accompagnement qu'il sait faire, sur les effets indésirables, etc. Donc, se former vraiment dans ce champ à la fois des médicaments, mais de l'environnement, ça veut dire les maladies concernées et comment le patient est finalement dans cette perspective d'être accompagné à la fois dans son traitement par son pharmacien, sur son parcours en ville et en concertation, on va le voir aussi, avec des éléments de communication qui sont un point aussi important et qui sont le pendant de ça. Les dispositifs, on l'a vu, c'est un partage en effet entre le pharmacien et on le sait, l'infirmière va compléter et va elle-même activement aider le patient à comprendre les éléments présentés, parce que le pharmacien va présenter finalement à la fois le médicament et comment la méthode va pouvoir permettre que ce médicament puisse parvenir au patient, le traiter, le soigner. Et là aussi, les effets indésirables, pour lever les méfiances. Ne pas tout dire, c'est créer de la méfiance. Or, la confiance, c'est un élément absolument incontournable. Et ça rejoint cette idée d'accompagnement qui est le 3e point, on l'a vu. La pharmacie, c'est un pôle de santé. Donc, il y a évidemment un savoir-être et un savoir-faire que possède le pharmacien. Il faut sans doute des conditions d'entretien, peut-être un premier entretien, un premier rendez-vous dans un lieu évidemment tranquille dans la pharmacie, et on sait que l'accueil est important dans ce cas-là, et puis peut-être pour pouvoir améliorer cet accompagnement, suivre le patient à travers des entretiens lorsqu'il vient chercher son médicament, on peut lui proposer tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ça, c'est réglé par le praticien qu'est le pharmacien qui connaît très, très bien cela. Donc, il faut que cet accompagnement soit doté d'informations claires, on l'a vu, ce n'est pas simplement que la notice soit éclaircie, c'est un premier point, mais c'est tout cet environnement de la maladie et les phénomènes qui peuvent survenir. Et donc, le patient sait qu'il peut revenir à la pharmacie s'il a un souci avec son médicament, s'il ne l'a pas mis au frais quand il faut le garder au froid, s'il a un effet indésirable, une douleur particulière, etc. Donc tout cela, ça suppose un bagage de formation, et c'est cela évidemment la matière de cette charte auquel adhèrent les pharmaciens. Et puis le dernier point qui n'est pas des moindres, et les pharmaciens sont un exemple à travers le dossier pharmaceutique de cela, c'est la coordination, et notamment en s'appuyant sur le dossier du patient. Le dossier pharmaceutique est exemplaire.
on sait bien que c'est l'unique objet actuellement en santé qui rassemble de façon pertinente et précise les traitements du patient. Donc ça, cette coordination-là, elle va permettre d'étendre en fait à travers des outils de coordination vers le malade, vers le médecin traitant, l'infirmière, le kiné, le médecin hospitalier, etc. Mais je le dis, et je rejoins ce qu'a dit la députée Agnès Firmin-Lebaudot, c'est un effort de tous. La coordination, c'est pouvoir apporter des éléments, mais aussi il faut en recevoir. On l'a vu dans ce qu'a dit Mehdi Djilali, il faut aussi il y ait des efforts aussi de la part évidemment du patient. Les patients, ils sont tout à fait prêts, ils sont ouverts à ce dialogue-là, mais de la part aussi des autres professionnels de santé, ça va être un point d'ancrage très important pour assurer finalement la bonne conduite des traitements biosimilaires. Alors, merci beaucoup Françoise de ce partage sur cette charte d'engagement de bonnes pratiques. Je rappelle qu'elle est à disposition sur le site internet de l'Observatoire national des médicaments biosimilaires et également celui de la SFSTO qui a soutenu cette charte d'engagement. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Christine Caminade, puisque l'ONB ne s'est pas arrêté à cette charte, mais justement est en train de mettre en place un référentiel de formation et donc a choisi Christine Caminade Conseil pour pouvoir la mettre en place. Et donc, je laisse la parole à Christine. Et donc, si tu peux nous présenter rapidement comment elle va s'organiser et peut-être également le planning pour nous dire à quel moment elle va pouvoir être disponible. Je te laisse la parole. Merci. Et comme disait François, justement, c'est d'exploiter les attentes et les besoins de chacun, et au sens large du mot chacun, et de co-construire une formation adaptée pour les équipes officinales en tenant compte justement des expériences aussi de ce que nous avons vécu pour la substitution en 99 par rapport aux relations entre les professionnels de santé. Alors, ça tombe très, très bien puisque Spot Pharma intervient après le comité scientifique. Nous nous sommes réunis vendredi dernier et aujourd'hui, cette table ronde nous permet d'échanger sur ce qu'il s'est passé. Ce qui s'est passé et le modus operandi sera la diffusion dans la presse, bien sûr, et d'arriver à une validation d'un squelette de formation ou d'un référentiel de formation à travers ce comité scientifique pour que nous puissions le proposer à la validation de la NDPC par rapport aux orientations. Mais là, ça tombe forcément dans le sens de l'histoire, sachant qu'il faut quand même 3 mois pour que la NDPC, nous obtenons la validation. Alors, après, ce partage de référentiel sera proposé aux organismes de formation, puisque je préside cette association. Et vous voyez que nous avons à cœur ces maîtres mots, l'anticipation, la concertation, la coordination et l'organisation. Et notre cœur, notre ADN, on va dire, c'est de garantir la santé de tous, du patient, bien sûr, et de tous les professionnels de santé, bien sûr, pour mes consoeurs et mes confrères, avec les préparateurs, d'assurer un geste de délivrance qui soit tout à fait sûr. Alors, brièvement, ce comité scientifique, nous avons ici nos 2 représentants des associations de patients que je tiens à remercier aussi de cet engagement. Et puis, certains qui nous écoutent, prescripteurs, le professeur Gilles Frayet, le docteur Didier Poivret, professeur Gilles Frayet qui est oncologue à Lyon et Didier Poivret qui est à Reims en tant que rhumato, libéral et aussi hospitalier. Une praticienne infirmier, je vous raconterai pourquoi je dis praticien infirmier, Marie-Odile Guyon, qui est donc libérale, enfin, infirmier libéral, pharmacien d'officine avec Alain Delgut en tant qu'ordinal et surtout en tant que coordinateur de la pharmacie internationale. Mehdi, que je ne vous présente pas, puisque Mehdi, merci d'être là. Et Isabelle Savoyot qui nous écoute, qui est pharmacien adjointe à Paris. Et puis aussi les préparateurs, sachant que dans une pharmacie, nous ne pourrions pas vivre officinal si nous n'avions pas non plus les préparateurs. Présence donc d'Hervé Pinon. Pourquoi les 5 P? Parce que justement, cette formation doit prendre en charge le patient qui est sous traitement de biosimilaires. Et c'est comme pour les médicaments génériques, on ne dit pas générique, on dit médicaments biosimilaires. Ce déroulé pédagogique, il doit intégrer le souhait des patients.
les besoins de tous les prescripteurs et puis les attentes des praticiens infirmiers. Pour faire un peu, on va rajouter praticien, avec bien sûr nos obligations, puisque en tant qu'officinal, je ne vous l'explique pas, vous le savez, nous avons des droits et des devoirs en tant que pharmacien et pour la distribution de ces médicaments qui sont des traitements innovants et qui sont des traitements de pointe. Donc, tout le monde doit être opérationnel. Intégrer le savoir-faire et le savoir-être avec une délivrance des biosimilaires et les explications nécessaires, d'ouvrir dans la mesure du possible sur un conseil associé, mais bien sûr à bon escient. Et comme l'ont demandé justement Françoise ou Laure, des recommandations utiles, indispensables pour le bon usage, des supports d'information, parce qu'au moins les écrits, ça reste, pour améliorer la qualité de vie, parce que c'est cela que nous avons à cœur, la qualité de vie. Le cœur, pour les premières lettres, c'est de la concordance des besoins des uns et des autres. Le O, qui est l'organisation d'un suivi adapté et personnalisé qui nécessite forcément une écoute active des patients, avoir une communication, savoir poser des questions ouvertes et sans valeur de jugement. L'unicité des messages, ça vous l'avez entendu de la part de nos patients, des associations de patients. Et le R, c'est la dynamique de la relation, d'avoir des relations fortes parce que ça fait partie justement de la bonne compréhension du sujet. J'aurais même envie de rajouter un S, puisque justement, ce sont des pathologies parfois chroniques. Le cœur avec un S, ça n'existe pas, mais voilà, la raison, c'est de rajouter un S pour les suivis avec les entretiens pharmaceutiques. Ça aussi, ça fait partie de notre ADN. Monter en puissance, monter en compétence et surtout obtenir la satisfaction, le suivi thérapeutique, l'observance et aussi l'avancement de ce monde du médicament. Et nous sommes les experts, les hommes avec un grand H du médicament. J'ai une question à vous poser sur cette formation, donc qui va être un référentiel, on l'a bien compris. Donc, elle va être proposée à tous les organismes de formation, c'est bien ça? Oui, alors déjà, nous allons le proposer à nos adhérents, oui. Première partie, et puis après, nous verrons en fonction des demandes qui seront faites. Il n'y a aucune obligation, mais nous avons servi justement de tremplin pour d'autres thématiques comme la vaccination. Donc, nous allons proposer aussi ce référentiel. Donc, ça veut dire qu'en pratique, un pharmacien d'officine pourra accéder à cette formation d'ici le prochain trimestre 2022, c'est ça? Oui, de toute façon, nous avons prévu de nous réunir le comité pour valider cette formation, ce squelette ou ce référentiel, l'amender avec les remarques les uns et les autres. Et puis, premier trimestre 2022, ce sera opérationnel, en espérant aussi, mais ce n'est pas nous qui faisons les lois, que nous puissions ajouter dans ces formations la présence des préparateurs qui est à nos yeux indispensable. Super. Je crois également qu'en début de l'année 2022, avec d'ailleurs en partenariat avec l'ONB bien sûr, et puis la SFSPO, il va y avoir donc des réunions de présentation une fois que cette formation sera terminée, ou en tout cas prête. Il y aura donc des réunions ouvertes nationales à l'ensemble des pharmaciens s'ils sont invités. Donc, suivez bien l'actualité. Elle arrive premier trimestre 2022. Merci beaucoup, Christine. Sans plus attendre, puisque le temps passe assez vite, je voulais laisser la parole à Mehdi Djilani, puisque le groupement Toutoum, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, a été assez impliqué autour des médicaments biosimilaires. Donc, je te laisse la parole, Mehdi, pour que tu puisses nous présenter un site que tu souhaites être de référence qui s'appelle Biomed Info. On a hâte de le découvrir. Je te laisse la parole. Oui, donc je partage mon écran. Effectivement, en complément de ce référentiel de formation qui est essentiel pour être socle, nous avons souhaité travailler sur une référence digitale. Alors, digitale, pourquoi? On voit qu'aujourd'hui, nous sommes tous en digital, y compris maintenant à ce congrès, sur le bon usage des biomédicaments. Et ce bon usage va intégrer ce qui a été vu tout à l'heure avec l'ONB, les bonnes pratiques de dispensation. Et en fait, ce site de référence sur lequel on travaille déjà depuis un petit moment, hein, avant même ces nouvelles propositions du PLFSS, en fait, vont contribuer en fait, à ce qui est demandé par l'ONB. Donc, je remercie votre présentation, puisqu'on a vu qu'il y a une charte
Mais avoir une charte, c'est bien, la signer, c'est bien, puisque nous sommes nous-mêmes également, comme Fédergie, signataires de cette charte, mais c'est aussi avoir les moyens de respecter ces engagements. Et les engagements, ils sont nombreux, puisqu'on y intègre la formation, mais également les bonnes pratiques de dispensation. Donc, ce qu'on a souhaité, c'était avoir une référence digitale auprès de la communauté scientifique française. C'est pour ça que j'ai pas mis les bonnes pratiques de dispensation, mais le bon usage, puisqu'il va intégrer à la fois les prescripteurs, les infirmiers et les pharmaciens, en complément de ce qui nous a été présenté, sur un site qui s'appelle Biomed Info. Je voudrais d'abord revenir sur des éléments de contexte, sur le rationnel en fait, qui nous a amené à travailler, et l'avenir semble nous donner raison, en amont sur ce site Biomed Info. C'est que déjà, en ville, les biomédicaments, hein, je parle bien des biomédicaments, puisque les biosimilaires sont des biomédicaments hein, dans cette grande famille, dans cette immense famille de médicaments, regroupent plus de 10 familles thérapeutiques. Parmi elles, on va avoir les anticorps monoclonaux, les EPO, les facteurs de croissance. Et je tire mon chapeau à quel pharmacien saurait me réciter par cœur à la fois non seulement les mécanismes d'action, l'efficacité des produits, les modalités d'injection de ces médicaments-là, voire même d'avoir une connaissance sur les pathologies. Et on voit tout à l'heure dans ce qu'a présenté l'ONB que plus de la moitié des patients souhaitent qu'ils soient informés par le pharmacien sur les médicaments et les pathologies. Donc c'est pour ça qu'on a voulu travailler sur ce que, vous verrez, j'ai appelé un guichet unique. Je crois que nos consoeurs et confrères pharmaciens connaissent les guichets uniques. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, par exemple, à utiliser le CRAT, le centre de référence sur les agents tératogènes. Quand on est face à une patiente enceinte ou allaitante, on va plutôt sur le site du CRAT, qui est développé par un hôpital parisien, plutôt qu'aller chercher à droite à gauche des informations. Donc, c'est vraiment cette idée-là, c'était d'avoir un site de référence commun ouvert non seulement à l'ensemble de la profession pharmaceutique, mais également à nos collègues infirmiers, médecins, voire autres professionnels de santé. Dans les éléments de contexte, il y a le débat aujourd'hui qui offre la possibilité aux pharmaciens de se substituer. Alors certes, dans un cercle restreint, mais qui sera probablement amené, en tout cas à l'avenir, à se développer. Et enfin, la nécessité de favoriser, je parle bien de bon usage ici avec ce site Biomed Info, sur la compréhension sur les différences entre les biomédicaments, médicaments de référence, les enjeux sanitaires, mais également sur les modalités d'injection, les différents systèmes d'injection, pour permettre aux pharmaciens comme aux médecins, puisque les deux aujourd'hui, alors je crois que les médecins ont signé un accord sur 6 molécules. Nous, pour l'instant, il semblerait que ce soit 2, mais j'espère que le PLFSS, ça Madame la députée nous le dira peut-être, mais peut quand même évoluer aujourd'hui. C'est un avant-projet. Je ne connais pas toutes les arcanes de ce système, mais en tout cas, j'ai cru comprendre qu'on pouvait le faire évoluer. Et enfin, dans l'idée que cette substitution ou interchangeabilité, peu importe le lexique qu'on va utiliser, c'est-à-dire cet usage d'un médicament, du passage d'un médicament à l'autre, d'initiation, doit toujours intégrer en priorité l'intérêt et la santé du patient, et c'est ce qui devrait guider en tout cas nos actes au quotidien. Et en fait, ce qui nous a amené aussi à mettre en place ce guichet unique, ce sont des éléments de preuve dans l'étude observationnelle qu'on a réalisée, qui était une étude observationnelle dans les pratiques officinales, dont l'idée était de faire un constat, évaluer l'impact de l'information, des explications du pharmacien d'officine. Alors là, c'était dans la substitution en initiation dans le cadre de l'article, c'est noté en bas, 5125 23.3, et également à condition que le pharmacien soit au préalablement formé, puisque si les patients ne connaissent pas bien les biomédicaments et leurs biosimilaires, soyons humbles, les pharmaciens le sont aussi. On a pu observer au cours de cette étude différents éléments. Tout d'abord, la première, c'est que le taux de pénétration du biomédicament concerné biosimilaire a été multiplié par 8. Alors après, moi, j'entends que le pharmacien ne peut pas agir, etc. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir des preuves en pratique et dans le concret et sur le terrain. Et là encore, je comprends Madame la députée, qui est aussi une consoeur, puisqu'on l'a démontré sur 400 patients. Il y a 4 médecins, des médecins qui répondent. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit dépenser une énergie là-dedans et pas plutôt dans un entretien thérapeutique? Je crois que la question est ouverte. Et puis, un taux de satisfaction des patients qui est ressorti, puisqu'il y avait une phase qualitative, là, d'évaluation quantitative. Là, on avait choisi ce biomédicament-là parce que c'était un des plus prescrits et c'était plus simple, en tout cas, à mettre en œuvre, compte tenu du nombre de patients touchés. C'était que les patients étaient satisfaits des informations et explications fournies presque dans 100% des pharmaciens. Mais là, encore une fois, nous avions été préalablement formés, donc comme ce qui est en train de se faire, mais également formés aux produits et aux différentes pathologies.
Donc, les enseignements, c'est avoir un guichet unique sur les médicaments biologiques, c'est Biomed Info, qui soit compatible avec notre pratique au comptoir et également pour les autres praticiens. Et il était essentiel, tout comme nous l'avons fait dans notre étude, d'avoir un pilotage pluriprofessionnel. Et ce pilotage pluripro, ce sont, de la même façon que ce qui est fait par l'ONDPC, sont des médecins hospitaliers, des médecins libéraux, des pharmaciens hospitaliers, et également des infirmières, et je le souligne, beaucoup des associations de patients, puisque ça doit être au cœur de notre sujet et de nos préoccupations. Et tout ça, nous l'avons réalisé dans le cadre d'un fonds de dotation que nous avons créé au sein de notre réseau. Donc, c'est un fonds de dotation qui s'appelle le Lab Totum, dont l'objectif, c'est d'améliorer les pratiques des pharmaciens et l'ensemble des pharmaciens par des initiatives telles que celle-ci, ou la mise en place d'études observationnelles. Biomed Info, en pratique, comment est-ce qu'il va se présenter, comment il va être architecturé? Donc là, ça paraît un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir 119 spécialités dans les 8 grandes familles thérapeutiques. Ce sont les 119 spécialités qui aujourd'hui sont disponibles en ville. Hein, tout à fait, les 119 spécialités évidemment disponibles en ville. Donc en fait, le site est exhaustif en fait quelque part. Exactement. On pourra avoir une entrée par les biomédicaments, par son nom de biomédicament, par sa dénomination commune ou par l'indication. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir rentrer par l'indication et la pathologie. Il y aura des fiches d'information destinées aux pharmaciens professionnels de santé, des fiches d'information de bon usage patient. Et dans le bon usage patient, il y aura également les systèmes d'injection avec la visualisation, puisque une partie se le fera injecter par son infirmière, mais une autre partie fera de l'auto-injection. Et ça a été créé en partenariat, ce site Biomed Info, on a signé un partenariat ensemble avec les ARS Hauts-de-France, et notamment Mathieu Degraff, qui est pharmacien à l'Omédite, et puis également avec la faculté de pharmacie de Lille, avec le professeur Carnois, qui est chef du service d'immunologie également à l'Institut Pasteur et qui a également un site, mais beaucoup plus, on va dire, spécifique de Actera, et puis le docteur Annie Stander qui est MCU. Donc, on a mis à la fois ce partenariat, l'accent sur le board Pluripro, mais également sur des partenariats institutionnels avec les ARS et l'Omédite pour un lancement prévu au premier semestre 2022. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, ce site Biomed Info, donc on l'a compris, est disponible le premier trimestre 2022. Il y aura un lien simple pour y accéder et tous les pharmaciens du réseau Totum, mais d'ailleurs des autres, tout pharmacien d'officine pourra accéder à ce site. Oui, tout à fait. Tout pharmacien pourra accéder à ce site, dans lequel il y aura un module de formation en e-learning aussi qui sera en complément, un module d'évaluation. Je suis passé assez rapidement dessus, mais qui sera un outil accessible à toutes et à tous la profession. Et je le répète, pour avoir un guichet unique sur les médicaments biologiques en général et les médicaments biosimilaires. Et tout ça devrait contribuer au bon usage de ces médicaments, que ce soit pour nos collègues médecins, pharmaciens, infirmiers. Je pense que au-delà de certaines clivages qu'on pourrait ressentir ou autres, le travailler ensemble est certainement la meilleure façon d'obtenir d'excellents résultats. Eh bien, merci beaucoup, Mehdi, en tout cas pour ce travail énorme et complet sur les biomédicaments et biosimilaires, hein, puisqu'on l'a bien compris, ce site n'est pas que pour la dispensation des biosimilaires, mais bien fait la bascule entre les biomédicaments et les biosimilaires. Donc, je ne vous avais pas menti pour tous les participants. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver pour vous aider au quotidien à l'officine dans le premier trimestre 2022. Et je voudrais terminer parce que je l'avais annoncé au départ, il y a aussi des outils qui sont déjà disponibles. Donc, je laisse la parole rapidement à Sébastien Faure, qui représente la SFSPO, et je vais te demander donc de partager tes slides, puisque nous avons pris un petit peu de retard, et comme il y a pas mal de questions dans le chat, notamment pour Madame la députée, je voudrais en profiter après ton intervention. Donc, c'est à toi, Sébastien. Je n'arrive pas à partager, je n'ai pas le… Ah, alors attends, je vais pouvoir, j'ai un backup de slides si tu veux. Ah oui, celui-là je viens parce que ça ne marche pas. Je vais te partager les slides. Voilà. Je vais modifier quelque chose, mais ce n'est pas très grave.
Non, comme ça, Ok. comme je pourrais aller vite pour te faire passer les slides puisque j'aurai Voilà. la main du coup. Ok, tu vas maîtriser le temps pour Je vais tout. maîtriser le temps pour toi. Mais Voilà. je vais aller très vite comme je l'avais promis. Donc, rebonsoir à toutes et à tous. Je vais effectivement vous présenter la production que le groupe de travail biosimilaire de la SFSPO a menée depuis le début de l'année 2021 et on s'était engagé effectivement à avoir des outils déjà disponibles pour le congrès et Ouais, donc ça, c'est bien. ça Voilà. va être le cas. Super. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, ce groupe était voilà, destiné à mener un projet, à savoir très concrètement proposer des outils pratiques pour accompagner les équipes, hein, puisqu'on partit tous du constat que les équipes n'étaient pas à la fois informées et outillées suffisamment pour pouvoir substituer ces biosimilaires en cas de substitution. On l'avait un petit peu anticipé au début de l'année 2021. Et pour cela, donc, on a constitué un groupe, si tu veux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, un groupe voilà, composé de différentes personnes. Yasmina Hamidi, qui est Ce une… sont des pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers. Tu peux nous donner… Bien sûr, ouais, je vais vous dire, ce sont que des pharmaciens, pour le coup. C'est un D'accord. choix, effectivement, de faire des outils pour des pharmaciens, par des pharmaciens, mais même si c'est effectivement aussi utilisable, on va le voir, par toute l'équipe, hein. On a voulu faire des Mhm. très, très fonctionnels. Donc, Yasmina Hamidi a commencé déjà il y a quelques temps à travailler sur le sujet, puisqu'elle a fait sa thèse d'exercice sur l'analyse des besoins des équipes officinales en termes de biosimilaires, il y a 4 ans déjà, donc elle était un peu en avance sur le domaine. Donc, elle est maintenant adjointe en officine. Diane Or, elle, est aussi pharmacienne, plutôt dans l'industrie pharmaceutique et dans la réglementation des biosimilaires. Donc, son éclairage était intéressant. Yves Miquel, c'est pharmacien d'officine titulaire lui, sur Dijon, enfin à côté de Dijon, en Bourgogne. Et il a travaillé sur un outil de suivi au conseil, enfin, le suivi des biosimilaires et pour conseiller les patients. Et parallèlement, il travaille en Suisse dans la recherche en soins primaires. Donc, il a été aussi très, très impliqué pour proposer des outils pertinents. Et donc, enfin, pardon, Pierre Mergent, qui est pharmacien remplaçant, qui fait partie du bureau de la SFSPO et qui a aussi beaucoup travaillé sur la littérature des biosimilaires. Et on s'est associé à deux organismes partenaires de la SFSPO, Ma Formation Officinale et Observia, pour notamment mettre en forme les outils, puisqu'on n'avait pas, nous, les compétences pour cela. Et donc, trois outils ont été décidés de mettre en place. D'une part, partant du constat, comme cela a été évoqué, que les équipes ne sont pas forcément informées de ce que sont les biosimilaires, des différences par rapport aux génériques notamment et des particularités de ces biomédicaments par rapport aux médicaments chimiques. Donc, d'une part, une plaquette d'information très simple, recto verso, vraiment pour vulgariser les génériques et apporter le minimum d'informations. L'objectif n'est pas de proposer une formation comme ça a été évoqué par ailleurs, mais vraiment de l'information pour les équipes. Le deuxième outil, je vais vous montrer ensuite, a été de proposer des fiches sur chaque biosimilaire, un peu à l'image de ce que font les Omédites ou d'autres organismes pour les médicaments anticancéreux, notamment les chimiothérapies orales. L'idée, c'est d'avoir en une page recto verso, là encore, l'essentiel de ce qu'il y a à connaître sur le médicament biosimilaire, des informations à transmettre aux patients, je vais vous montrer. Et enfin, on a proposé un outil très pratique de suivi du biosimilaire pour faire un point 1 mois après l'instauration ou à un autre moment. D'ailleurs, nous, on a imaginé au bout d'1 mois de traitement lors du renouvellement, de manière à s'assurer que le médicament, finalement, suite à la substitution, a apporté toutes les attentes auprès du patient, qu'il a été bien toléré, que le système d'administration était adapté et que finalement, il n'y a pas de différences majeures qui ont été observées. C'est de nature aussi à rassurer les patients que de leur dire qu'au bout d'1 mois, suite à la substitution, il y aura un suivi qui va être fait avec une discussion auprès de l'équipe. Donc, si tu peux passer, je vais juste vous montrer des modèles des différents outils. Donc, voilà la plaquette d'information. Alors, elle est très différente maintenant de celle-ci, puisqu'elle est en 2 pages. Là, c'était un peu tassé, hein. Donc, on l'a… De toutes les manières, je pense que Sébastien, sur la dernière slide, tu donnes le lien Exactement. du site Le lien. internet, puisque
les documents ont été mis à jour et sont disponibles et téléchargeables dès maintenant, hein. Exactement. Donc, cette plaquette d'information est maintenant sur 2 pages recto verso. Le contenu est assez similaire à ce que l'on voit à l'écran, hein, mais c'est beaucoup plus aéré et un peu plus visuel et plus lisible. Mais donc, on donne vraiment l'essentiel des informations sur ce qu'est un biosimilaire, ce qu'est un médicament biologique par rapport à un médicament chimique, les différences entre biosimilaires et médicaments génériques, enfin, médicaments biosimilaires. Je partage ce qui a été dit précédemment, hein, sur l'importance de les appeler médicaments pour ne pas les dévaloriser. Donc, différence entre médicaments biosimilaires et médicaments génériques, les principales pathologies ciblées. Peut-on substituer? Pour l'instant, on a dit non, hein, les choses sont claires. Maintenant, la plaquette sera mise à jour dès que… C'est bientôt, hein, je crois qu'on va redonner la parole voilà, à Madame la députée, mais je crois que voilà, il y a déjà 2 molécules et ça va être… On est prêt, en tout cas, pour la remettre mise à jour et pour bientôt. Et donc là, ce sont les premières fiches, hein, je crois que tu as sur mis les un premières exemple. fiches sur ces médicaments biosimilaires. Donc là, pour Avasaglar, donc le biosimilaire de Lantus. Donc il y aura une fiche par biosimilaire, hein, pas pour les biologiques, hein, de référence, mais uniquement pour chaque biosimilaire, avec les différentes précisions sur les modes de prescription, les indications pour voir si elle est même que le médicament de référence, les présentations. Attends, juste si tu peux revenir… Excuse-moi. Une minute, ouais. Les surveillances spécifiques, les informations pratiques à apporter aux patients, les posologies. Et à l'arrière, on a voulu mettre deux éléments, en particulier pour les effets indésirables, hein, qui sont à prévenir, et les informations à donner aux patients lors de cette substitution, à rappeler, puisqu'ils sont souvent les mêmes recommandations que pour le biologique de référence. Et puis, on a mis systématiquement aussi un graphique de comparaison, puisque la différence majeure par rapport aux médicaments génériques, c'est que pour les médicaments biosimilaires, il faut faire des études cliniques, hein, qui comparent l'efficacité du médicament biosimilaire. Et donc, pour rassurer les équipes, hein, puisqu'il peut y avoir aussi parfois des inquiétudes, hein, et pour les rassurer, on a mis des résultats d'études, hein, qui comparent au niveau clinique l'efficacité, l'effet thérapeutique du biosimilaire par rapport aux médicaments biologiques de référence. Voilà, donc ça a été mis en page par ma formation officinale, qui proposera aussi une formation par ailleurs sur les biosimilaires. Et pour finir ce tableau de suivi, vous voyez, en quelques questions, c'est un auto-questionnaire en fait, qui peut être proposé aux patients au moment du renouvellement au comptoir, et en fonction du résultat, on voit s'il faut approfondir l'échange et peut-être revoir le biosimilaire qui est disponible, qui est dispensé à ce moment-là, ou si évidemment on peut poursuivre le traitement tel qu'il a été initié par cette substitution. Voilà, donc les documents seront… Donc cet outil-là, ce tableau, il n'est pas encore tout à fait finalisé, hein, il n'est pas encore en ligne, contrairement aux autres outils précédents, puisqu'on est en train de le valider, hein, auprès des différentes pharmacies pour s'assurer qu'il est bien fonctionnel. Il est issu d'un questionnaire qui est déjà publié, mais on veut encore être sûr qu'il soit bien adapté. Donc, effectivement, tous ces outils, les pharmaciens peuvent les découvrir sur la SFSPO. Voilà, tu as mis le lien. Voilà, le lien est là, c'est très simple. SFSPO.org/biosimilaire. Biosimilaire, voilà, à retenir. Donc, vous pouvez dès ce soir vous connecter pour aller voir le travail du groupe de la SFSPO. Excuse-moi, Sébastien, j'ai un peu accéléré le pas. Tu as senti, je te pressais, parce qu'il y avait pas mal de questions qui sont maintenant dans le chat. Et c'est vrai qu'on pourrait laisser les quelques minutes qui nous restent pour échanger avec Madame la députée. Donc déjà, je voulais vous poser une question. Vous avez vu, il y a énormément de projets et de supports qui ont été créés par les pharmaciens. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, on reprochait aux pharmaciens de ne pas bien connaître ces médicaments. Donc, j'aimerais avoir votre réflexion à chaud déjà sur l'ensemble des projets qui ont été présentés ce soir. Ce qui me semble important, c'est que la profession, je vais dire nous, hein, nous avons été capables d'admettre que cette classe, ces médicaments biosimilaires, nous ne les connaissions pas. Et que certains d'entre nous ne savaient pas qu'en délivrant de la Basolagar, ils délivraient de la Lantus. Non, je le dis, et pour avoir fait le test avec quelques collègues, au tout début, c'est quand même ça qui nous est arrivé. Parce que je crois, et après on ne va pas faire le débat, mais c'est le choix qui a été fait, que de médicaments biosimilaires, certains n'avaient pas sans doute
je ne sais pas si c'est compris, mais en tout cas intégré que les médicaments biosimilaires étaient des génériques biologiques, entre guillemets. Je fais cette définition volontairement, mais voilà. Et que, pour revenir très vite sur l'exemple de la Bassalaga, c'est quand même assez drôle, puisque juillet 2020, rupture de Lantus, rupture de stock de Lantus. Qu'est-ce qu'on fait? On ne délivre plus du tout d'insuline? Comment on fait? On a une opportunité de pouvoir, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi je l'ai fait, hein, j'ai substitué. Ah oui. C'est ce qui m'a permis d'expliquer à mes collègues que j'avais pris mes responsabilités et que j'avais eu l'opportunité de substituer. J'étais hors la loi. Pour un député, ce n'est pas bien. Mais que la question se posait à moi. Oui, je laissais les patients sans insuline ou j'avais l'opportunité du médicament biosimilaire et je saisissais l'opportunité. J'ai pris mes responsabilités. Avec accord médical parfois, sans accord médical parfois. Parce qu'on n'avait pas besoin le médecin et que de toute façon, le médecin, je connaissais la réponse. Donc on voit bien que l'accélération aussi autour de ce débat du médicament biosimilaire nous oblige collectivement, la profession, à avoir fait ce constat et à produire le travail que vous avez fait qui va nous rendre crédibles et continuer à avoir la confiance de nos clients parce que voilà, le spécialiste du médicament, c'est le pharmacien. Enfin, je crois qu'il faut aussi, voilà, et je vais pas, ce sera peut-être l'objet d'un autre débat, mais je dis aussi que nous sommes le spécialiste du médicament, c'est notre métier. Attention, ne pas faire évoluer notre métier bien au-delà de ça. Voilà, c'est un autre débat, mais on pourra l'avoir aussi. Mais voilà, donc les perspectives, elles existent, elles sont là. Ces médicaments biosimilaires, normalement, devraient arriver en plus grand nombre dans les années à venir. Hein. C'est la logique des brevets qui devrait tomber. Et donc, notre crédibilité et la confiance, je le répète, de nos clients, elle viendra de notre capacité, d'abord, nous, à nous former pour mieux informer et accompagner. C'est pour ça qu'on était vraiment ravis sur cette table ronde de présenter l'ensemble des projets de grande qualité qui ont été développés par tous nos intervenants. Alors, pour terminer, puisque sur Spot Pharma, on aime bien avoir la rigueur du temps, donc je vous l'avais dit, voilà. Béatrice Clérès-Bayou, la coprésidente de la SFSPO, nous a rejoint pour conclure. Je vais lui laisser la parole. Je vous remercie tous et puis je laisse conclure Béatrice avec vous, Madame la députée, et encore merci beaucoup de vous être joint à nous. Écoutez, bonsoir. Moi, j'ai suivi avec attention ces débats et ces interventions passionnées. C'est jamais simple de conclure hein, quand on n'a pas participé. Peut-être quelques remarques générales. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre quand potentiellement on peut faire 600 millions d'économies, comme vous l'avez rappelé, Madame la députée, qu'on ne s'appuie pas sur une profession qui est la nôtre. Vous avez insisté sur le fait que nous sommes les spécialistes du médicament et je le revendique. Et on a du mal à comprendre qu'il faille se contenter aujourd'hui de 2 molécules avec 6 millions d'euros d'économies. Et qu'on laisse finalement aux médecins quelque chose qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils ne sont pas les spécialistes du médicament, et qu'on ne peut pas, se passer ou se contenter de l'accompagnement, mais dans un sens pas du tout péjoratif, hein, parce que je suis pro-accompagnement des patients, mais notre mission première, c'est le médicament, le bon usage du médicament, et c'est vrai que je crois qu'il va falloir qu'on se batte là-dessus et qu'on ne lâche pas cette affaire-là, évidemment. Mais bien sûr, et Françoise Alliot-Launois l'a souligné, pour avancer, il faut la confiance des patients. Et moi, je crois aussi beaucoup à ça. C'est important. Et la confiance des patients, ça passe non seulement par la participation à un exercice coordonné, donc il faut de la communication entre professionnels de santé, mais ça passe aussi, vous l'avez rappelé, par de la formation. Et j'y crois beaucoup. Ceci étant,
c'est quand même assez extraordinaire qu'on exige des pharmaciens d'officine ce qu'on n'exige pas forcément de nos confrères hospitaliers ou des praticiens hospitaliers. Et que de toutes les façons, même lorsque on ne nous impose pas la formation, naturellement, les pharmaciens se forment lorsqu'ils ne sont pas très sûrs sur de nombreux sujets. Et on l'a vu, on s'est formé à chaque fois qu'il y a eu les nouvelles missions, l'évolution du métier. De toute façon, les équipes officinales se sont formées. Donc, je pense que c'est un sujet dont on n'a pas fini de débattre. Nous comptons sur vous, Madame la députée, pour porter la bonne parole. Nous sommes, en tout cas, moi, je suis ravie que vous ayez participé à cette table ronde, à cet échange. Et à la SFSPO, c'est vrai que ce sujet-là nous tient à cœur puisque dès la création de la Société Savante, nous avons travaillé sur ce sujet. Nous avons réalisé une enquête de faisabilité qui s'appelle Mycofficine pour savoir si ce qu'on proposait dans l'accompagnement patient était réalisable dans l'activité officinale au quotidien. Les résultats sont très probants et donc la prochaine étape, c'est de travailler sur une étude en vie réelle avec un laboratoire de recherche, avec des données en vie réelle. Et puis bien évidemment, on a montré qu'avec le groupe de travail biosimilaire qui a réalisé, enfin moi je trouve, en finalement très peu de temps, un travail extraordinaire pour pouvoir accompagner les confrères, qu'on est impliqué dans ce sujet-là. Donc, je suis ravie de cet échange, de ce débat, et toutes les actions qui iront dans le sens de ce sujet, eh bien, la SFSPO sera présente pour supporter ces sujets-là. Eh bien, Madame la députée, peut-être le dernier mot, le mot de la fin Merci. De clore le débat. Le mot de la fin, écoutez, le combat continue. Voilà, oui. C'est ça. Exactement. Eh bien, ça sera ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, à tous nos intervenants, à tous les participants. Il y avait beaucoup de personnes connectées ce soir. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et donc à très bientôt sur ce sujet. Au revoir. Bonsoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci, bonne soirée. Croisons les doigts. Ouais.